Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Judith Belair. Et le jeudi soir, c'est une spéciale dédiée à l'innovation. Tous les jeudis de juillet à 19h sur Sud Radio. Ce soir, focus sur les objets connectés et les nouvelles technologies qui transforment notre quotidien. C'est le retour d'Albert Schulman. Bonsoir. Vous êtes cofondateur de Scale Up Booster. C'est un accélérateur spécialisé dans le développement international des startups, notamment dans l'IA, et à impact positif. C'est important dans votre description. Et puis, on est aussi avec un de vos petits protégés. Est-ce que je peux le dire comme ça ? Allez. Voilà. Alors, dans la boîte IA connectée, focus sur Wise Building, justement, la télécommande du bâtiment qui est destinée à l'ensemble des acteurs de la vie de l'immeuble. Ça repose sur l'IA aussi. Et puis, alors, j'ai appris un truc, moi, sur l'IoT, Internet of Things. En français, ça donne Internet des objets. Vous êtes son fondateur, Anthony Pinet, et vous êtes avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, du coup, puisque vous avez la parole, je vous la laisse, Anthony. J'ai appris donc ce nouveau terme, Internet of Things, IoT. Qu'est-ce que c'est exactement et en quoi justement cette télécommande que vous développez s'inscrit dans cette globalité? En fait, il y a deux étapes. Donc, l'IoT, tous les objets connectés vont être... Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Tous les objets connectés. Rapprochez vers vous. Okay. Voilà. Tous les objets connectés, en fait, vont permettre de nous renvoyer des informations ou d'actionner des éléments dans l'immeuble pour qu'on puisse, en fonction de l'usage, avoir un meilleur confort ou un meilleur bien-être par rapport à son utilisation. Donc nous, en gros, qu'est-ce qu'on fait ? On se sert de ces connecteurs-là. Ils vont nous renvoyer tout un tas d'informations. Ces informations, nous, on va pouvoir les capitaliser, les traiter et les renvoyer au gestionnaire de l'immeuble pour qu'il puisse éventuellement régler au mieux l'immeuble. Ou alors, on va avoir des capteurs qui vont servir vraiment d'actionneurs pour, par exemple, avoir un autre attribut avec notre application. Donc c'est vraiment une solution digitale tout en un, quoi. Voilà. Pour avoir un cas concret, par exemple, vous avez de l'IoT, des capteurs de présence qui sont mis sous une table. Nous, on a un module de réservation. Imaginons la pièce, elle n'est pas réservée. Il y a quelqu'un qui s'installe à la place de cette position-là. Bon, dans notre auto-réservation, quoi. Auto-réservation dans notre module, la réservation n'est plus possible. Alors vous, Albert Schulman, chez Scale Up Booster, justement, vous valorisez les startups françaises, vous les ouvrez à l'international. Pourquoi vous avez choisi, par exemple, le Wise Building dans ce cadre-là ? Alors, dans ce cadre-là, en fait, il n'aura échappé à personne qu'il y a un mouvement aux États-Unis depuis janvier dernier qui est on va tous retourner au bureau. Et après le télétravail. Et le problème, c'est que les uns et les autres, et les Américains comme les autres, ont pris les habitudes de fonctionner sur l'ensemble de leur vie de chez eux. Donc de faire leurs courses, de passer leurs coups de fil, de s'occuper de leurs enfants. Les ramener au bureau, c'est pas si simple. On a le même problème en France d'ailleurs. Absolument, ça commence à venir. Il y a déjà des grands groupes qui commencent à dire il faut retourner au bureau. Wise Building est une solution qui va vite devenir indispensable pour ça, que ce soit ici aux États-Unis, parce que ça permet effectivement de pouvoir gérer l'ensemble des choses qu'on a gérées, que ce soit par rapport au bâtiment, je veux plus de lumière, moins de lumière, je fais trop chaud, trop froid, tout ça évidemment, ou mon badge dématérialisé. Par exemple, si je voulais monter la clim dans le studio. Exactement, je peux le faire tout seul. Voilà, j'ai mon téléphone, je peux le faire, mais même je vois un défaut, je vois un problème de fissure, je peux l'indiquer tout de suite, donc ça sert aussi à l'entretien du bâtiment. Mais je peux aussi commander à manger, mais je peux aussi aller gérer mes choses extérieures, je peux tout faire à partir de cette application. Et donc c'est un peu comme si on était à la maison au bureau, quoi. C'est exactement ça, donc c'est pour ça que un peu abusivement, j'ai appelé ça la télécommande, mais c'est parce que ça permet en fait d'avoir une interface qui nous permet de faire tout ce qu'on a besoin de faire dans le retour de chez soi au bureau. Oui, bien sûr. Voilà. Alors Anthony Pinet, est-ce que face à cette baisse du télétravail dont on entend parler, vous êtes plus sollicité par les entreprises du coup ? Alors nous, on est de plus en plus sollicité, oui, pour plusieurs raisons, parce que d'ailleurs, il faut qu'on simplifie l'accès et qu'on motive les employés aussi à retourner au bureau sans qu'on les y force. Donc du coup, c'est un peu ludique aussi, quoi. Voilà, que ça soit plus ludique. Et puis du coup, on met de plus en plus de services dans les immeubles, mais c'est toujours difficile d'y accéder. Et donc, on va essayer de simplifier tout ça. Oui. Alors, comment vous garantissez la sécurité des données et des objets connectés dans l'immeuble en question, que ce soit un immeuble d'habitation ou un bureau d'ailleurs? Oui, alors ça c'est toujours la question la plus qui se répète à chaque fois. Bah oui, mais c'est normal, on se pose tous des questions comme ça en ce moment. Tout à fait. Il y a quand même un gros souci de hacking en général et de cybersécurité, quoi.
Exactement. C'est pour ça que déjà nous en interne on fait des tests pour éviter des tests d'intrusion et autres pour voir que notre solution continue à être fiable. Ensuite, on a hébergé tous les codes et toutes les données sont hébergées en France sur des serveurs situés en France avec des systèmes de backup. Et toutes ces données-là, même si c'est nous qui les traitons, nous sommes sous-traitants parce qu'elles sont à disposition de nos clients. D'accord. On n'est pas propriétaire de ces données-là. Ok. Et alors, comment vous avez eu cette idée, vous, Anthony Pinet, de monter ce Wise Building? D'où ça vient? C'est quoi votre parcours? Alors, avant de créer Wise Building, j'étais dans l'exploitation multitechnique d'immeubles. Donc, j'ai vu... donc, c'est votre dada, j'ai envie de dire. Voilà, j'avais plusieurs responsables de sites et j'ai vu tout un tas de problématiques. Et en 2014, quand il y a eu une effervescence des applications mobiles, j'ai dit en fait une application mobile pour un immeuble, pourquoi pas, ça pourrait résoudre tout un tas de problématiques. Et j'ai essayé de fabriquer et construire Wise Building dans cet objectif. Donc vous avez fait appel à de l'ingénierie, on imagine, et à des spécialistes, quoi. Oui, parce que je suis parti d'une feuille blanche, je connaissais rien en développement, j'ai fait appel à une agence de développement, et puis après j'ai internalisé. Et puis voilà. Et vous avez levé des fonds, on imagine? Alors, j'ai levé des fonds très tardivement. Donc, j'ai créé en 2017 et j'ai levé des fonds en fin 2023. Pourquoi vous avez attendu aussi longtemps? Parce que vous arriviez très bien tout seul, en fait? Alors, pourquoi? Parce que d'abord, avant de partir sur un produit en de le commercialiser à un plus grand nombre, vous savez, le digital, c'est une rupture technologique. Donc, il a fallu qu'on fasse tout un tas de tests avant d'avoir une solution fiable. C'est ce qu'on a fait. On a pris un peu de retard par rapport à nos concurrents en ayant ce choix-là, mais aujourd'hui on le rattrape. Et là, on va aller sur notre deuxième... Parce qu'on imagine qu'avec une technologie qui est en constante évolution, il faut vous tenir absolument tout le temps au courant de ce qui se passe, et que donc si vous commencez en 2017 et que vous levez des fonds en 2023, il y a quand même un gap entre le moment où vous avez commencé et le moment où vous levez les fonds en question. Tout à fait. Donc là, on a été aidé quand même par la BPI et par Scale-Up Booster. Scale-Up Booster, bien évidemment, qui nous a aidé à trouver aussi ces fonds-là. Et donc pour se diluer le moins possible. Et puis après, ce qu'on a fait, on a eu aussi, j'ai fait un love money, donc des gens de mon entourage. Love money, c'est les gens de votre entourage qui vous aident, d'accord. Et alors, Albert Schuman, justement, Scale-Up Booster se différencie aussi comme ça des accélérateurs traditionnels en aidant les startups à aller chercher des fonds, notamment Wise Building, si on peut parler de ce dossier-là, effectivement. Oui, en fait, notre métier, c'est d'aider les entreprises à croître plus vite. Croître plus vite, ça veut dire aussi avoir les moyens de le faire, et donc ça veut dire obtenir de l'argent qui soit dilutif, donc levée de fonds, ou non dilutif, que ce soit par les systèmes de BPI, par le support bancaire, etc. Donc effectivement, on a cet ensemble de services que nous offrons à nos startups. Pas tout seul, on a beaucoup de partenaires qui sont spécialisés. Par exemple je vais pas en citer parce que je veux pas faire trop de pub, parce que ça mettrait. Le problème de citer des partenaires, c'est que ça en. Vous êtes obligé d'en citer 3 d'un coup. C'est ça. Voilà. Donc, mais dans la recherche de financement spécifique BPI ou européen, etc., on a des partenaires qui sont très qualifiés là-dedans et qui justement, c'est eux qui traitent les dossiers parce qu'à un moment, il faut être spécialisé. Et alors, avec ce marché qui est quand même dominé par la Chine et les États-Unis en ce moment, est-ce que la France elle a quand même les moyens de faire émerger ces futures licornes sans trop de difficultés? Alors oui. En fait, pour moi, il y a 2 sujets. Dans le domaine de l'IA, parce que c'est un peu le sujet, il y a d'abord l'IA générative. On va avoir 3 gros maximum. C'est un peu comme le Windows, etc. C'est des operating systems et tout le monde va les utiliser. Après, la fiabilité de l'information, ça va être un vrai sujet. Là où on va pouvoir se différencier, c'est dans les solutions comme Wise Building ou d'autres, c'est-à-dire des solutions opérationnelles qui sont adaptées à une problématique et qui vont s'appuyer sur toute cette IA pour offrir des services prédictifs, des services temps réel, d'adaptation, parce que l'IA, ça permet également d'avoir tellement de remontées de la part des utilisateurs, des usagers, que l'on peut adapter en temps réel l'offre que l'on fait pour qu'elle soit parfaitement. C'est ce que fait par exemple Wise Building, qui utilise l'IA en particulier pour les remonter en permanence de l'usage réel qui sont faits des différents services pour pouvoir les adapter à cet usage. Eh ben, on va continuer à en parler de cette internationalisation et puis de ces très belles idées de nos startups françaises avec vous, Albert Schuman. Vous êtes cofondateur de Scale-Up Booster, et puis avec vous, Anthony Pinet, fondateur de Wise Building. Restez avec nous, chers auditrices, chers auditeurs. À tout de suite.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Judith Belair. Pour cette spéciale innovation, nous sommes toujours avec Albert Schulman, qui est cofondateur de Scale Up Booster, l'accélérateur spécialisé dans le développement international des startups. Et puis, sa startup, justement, on va y arriver, Wise Building, avec Anthony Pinet. Anthony Pinet, vous avez fondé cette startup qui est spécialisée, en fait, alors ça, c'est Albert qui m'a soufflé ça, c'est une télécommande du bâtiment destinée à l'ensemble des acteurs de la vie de l'immeuble. Alors, en fait, plutôt qu'une télécommande, c'est une interface, quoi. Oui, c'est une application mobile. Voilà. Alors, justement, pour parler de l'internationalisation, vous, chez Scale Up Booster, le but, c'est d'internationaliser, en fait, vraiment les startups que vous incubez, en fait, c'est ça ? Qu'on accélère, parce qu'on les incube pas, elles ne sont pas dans nos locaux. D'accord, donc elles sont incubées ailleurs, mais vous intervenez en plus par-dessus pour ouvrir l'international. Oui. Alors sur un truc comme Wise Building, justement, on est quand même sur du savoir-faire franco-français en plus, là, pour le coup. Le but, c'est aussi d'exporter notre savoir-faire à l'international. C'est ça. En fait, l'accélération internationale a un objectif. C'est souvent que dans ce qu'on appelle dans le monde des startups le product market fit, donc l'adaptation entre un problème que je veux résoudre et la solution que je peux apporter, c'est pas forcément la société qui est à côté de moi en France qui a qui a un problème le plus criant. Et donc, il vaut mieux aller chercher ceux qui ont un problème tellement criant que ma solution va être achetée le plus rapidement possible, plutôt que ceux qui disent c'est intéressant, ce que les Américains appellent un nice to have. C'est intéressant, mais on verra plus tard. Et donc, c'est là où il faut se poser la question dès le départ, quand on monte sa startup, quelles sont les cibles qui sont les plus adaptées, qui ont le plus besoin d'une solution tout de suite, quoi. Exactement. Et vous, chez Wise Building, c'est un peu ce que vous faites, en fait. Il y avait ce problème du retour au bureau, il y avait ce problème de la gestion, en fait, en global, des immeubles, et temps particulier, d'ailleurs, je crois que les immeubles professionnels, et c'est votre solution, en fait, Wise Building. C'est ça, c'est comme ça que vous avez réfléchi le projet. C'est comme ça qu'on a réfléchi. Bon, au début, il n'y avait pas ce problème de retour au bureau, mais du coup, après, on s'est adapté puisque le marché avait changé. Et du coup, ça nous a créé encore plus d'opportunités et surtout les nouveaux modes de travail, parce que tout a été révolutionné dans les immeubles de bureaux. On n'opère pas du tout de la même façon, donc il a fallu qu'on s'adapte assez rapidement par rapport à ça. Alors c'est quoi les changements majeurs, par exemple ? Le flex office, depuis avoir son propre bureau. Maintenant, il y a beaucoup d'entreprises qui font ça, effectivement. Une majorité, puisqu'ils ont réduit de toute manière, ils ont optimisé le nombre de bureaux par rapport au nombre de collaborateurs. On a ce qu'on appelle un foisonnement. Donc du coup, si tous les employés devaient venir le même jour en même temps, il n'y aurait pas suffisamment de postes de travail pour eux. Donc ils sont obligés de rester en télétravail finalement, en partie, quoi, quand même. Oui, ils sont obligés. Après, ce qu'on a pu voir, c'est aussi qu'avec avant la crise du Covid, malgré qu'il n'y avait pas forcément de télétravail, quand on ajoute les congés payés, les RTT, les maladies, il y avait un taux d'absentéisme suffisant. Ça va bouger avec le nouveau budget 2026. On en a parlé pendant toute cette émission des vraies voix. Il y a quand même pas mal de choses qui vont sauter. Alors, quand on parle justement de cette télécommande du bâtiment, on parle des professionnels, ça on a bien compris. Comment ça s'adapte aux particuliers ? Aux particuliers, ça va être plutôt dans les immeubles de copropriété, par exemple, où là, ça va être vraiment un outil central pour la plupart des résidents. Et donc, du coup, pour le report d'incidents. Pour faire remonter des choses au syndic et tout ça, quoi. Exactement. D'accord. Et aussi, la chose qu'on a rajoutée, c'est le côté vraiment sûreté-sécurité, où on est connecté. S'il y a une alerte incendie, on sait que encore les immeubles sont pas encore super bien équipés dans le résidentiel de détecteurs incendie. Dès qu'il y a une alerte incendie, ça communique à vraiment tout le monde et de façon pertinente. Et d'un point de vue de l'internationalisation, là pour l'instant vous êtes qu'en France ? Alors, on est en France, on a quelques pas aux US. Grâce à Scale Up Booster ? Exactement, qui nous ont accompagnés depuis 2021 quand même. Donc, c'est plus qu'un accélérateur. Albert ils nous tiennent quand même un peu par la main et puis nous habituent vraiment à se familiariser avec l'international, parce que c'est pas du tout les mêmes approches et vraiment les bénéfices qu'on peut mettre en avant en France, c'est pas forcément ceux qu'on va mettre aux US, ou pas forcément de la même façon. Alors il y a les US et puis il y a le reste du monde. Oui. C'est quoi votre ambition ? Mon ambition, c'est à l'international, mais après il faut faire en fonction. Quel marché en premier ? Alors, en premier, déjà le nord-américain, et après l'Asie, parce que l'Asie, il faut qu'on puisse aller aussi dans des pays où... Par exemple la Chine, notamment. Par exemple le Japon. D'accord, plus Singapour, le Japon au départ. Et après, un gros cheval de bataille. Ça vous fait sourire, le Japon avant la Chine, Albert Schulman ? Moi, je suis fan de plutôt aller au Japon qu'aller en Chine. Pour quelle raison ?
Moi, je pense qu'à un moment, il faut faire des choix. Et que faire le choix de la Chine, je ne suis pas sûr que ce soit toujours le meilleur choix aujourd'hui. Oui. Il y a beaucoup de pays. Ils sont un peu partout déjà dans la technologie, on va dire. Oui, et puis ils ont une capacité à copier qui est quand même proverbiale. Il y a plein d'autres endroits où aller se développer avant de se frotter à un pays dans lequel on ne comprend pas tous les codes et dans lequel la culture est suffisamment différente pour que ce soit plus compliqué. C'est déjà compliqué d'aller aux États-Unis. On pense qu'on connaît parce qu'on a vu des séries américaines, mais en fait, on ne sait pas faire du business aux États-Unis comme le font les Américains. Ouais. Donc c'est déjà pas si simple. Je pense que c'est pas la peine de vouloir monter l'Everest face nord avec une petite cuillère. On peut faire un peu moins compliqué. J'adore l'image. Et alors, quand vous tenez la main à une start-up, comme vient de nous le dire Anthony Pinet, parce qu'il dit en tout bien et tout honneur, bien sûr. J'espère bien. Attendez, parlons vrai sur Sud Radio. Pourquoi il y a des trucs à planquer dans l'histoire ou pas? Non, jamais. Donc, quand vous tenez la main à une start-up comme celle d'Anthony Pinet, que je rappelle Wise Building, vous le conseillez aussi sur comment, effectivement, ce qu'il nous expliquait, comment il doit s'adapter au marché auquel il va proposer sa solution. Donc, par exemple, entre le marché français et le marché américain sur une solution telle que la sienne, qu'est-ce qui diffère? On va prendre un exemple. C'est la proposition de valeur qui n'est pas exactement la même. Ouais. Jusqu'à il y a encore 1 an et demi, une des propositions de valeur, c'est toutes les économies en France, c'était toutes les économies qu'on peut faire en termes d'énergie, en termes d'impact environnemental, etc. Vous pouvez toujours essayer aux États-Unis. Non, un argument qui, voilà. Ouais. C'est combien je gagne d'argent. Surtout sous Trump, j'ai envie de dire. Ouais. Non, ça a toujours été comme ça avant. En fait, c'est une mentalité globale. C'est plus officiel depuis Trump, mais c'était quand même très là avant. D'accord. Okay. C'est-à-dire qu'officiellement, on est à fond pour l'environnement, mais j'économise combien? Okay. La différence, c'est plutôt le côté un peu blunt, quoi, le côté direct, où ils disent les choses. Ils sont détendus avec l'argent, on peut le dire aussi, ce qui n'est pas forcément notre cas en France. Ils ont toujours été. Donc, il n'y a pas la même relation à l'argent. Donc, on n'amène pas le projet de la même manière, forcément. Donc, on parle tout de suite de chiffres, en fait, c'est ça? Ah, oui. En fait, on part tout de suite de qu'est-ce que j'y gagne, à quoi ça me sert. Et donc, on ne perd pas de temps. On a des rendez-vous. Une des grandes différences entre les États-Unis et la France, par exemple, c'est qu'en France, pour travailler avec un grand groupe, il va falloir un certain nombre de réunions avec un certain nombre de personnes pour que les gens se disent il y a des validations à étage aussi. Exactement. Et d'ailleurs, on a fait une étude. Moi, je suis au conseil numérique de la région Île-de-France, même si on voit peu beaucoup. Enfin, j'y étais. Et on a fait une étude sur 192 avec startups Madame Chapaz en B2B. On leur a posé une question très simple. À partir du premier rendez-vous avec un corporate, combien de temps vous a-t-il fallu pour signer, je ne parle pas des pays, votre premier POC payant? Ça a oscillé les réponses entre 8 et 18 mois. La moyenne qu'on a trouvée sur cet échantillon, très prudent, était de 14,3 mois. Aux États-Unis, il faut entre 3 et 5 mois. Bon, mais quand on entend ça, on se dit qu'on va avoir du mal à les rattraper dans le développement quand même. Alors oui, on va avoir du mal à les rattraper, mais c'est pour ça que toutes les startups qui, comme Wise Building, sont dans l'IA, ont vraiment des choses à raconter. On a une réelle capacité d'innovation et de créativité qui est franchement, pour moi, une des plus importantes au monde. Il faut juste qu'on les aide à accélérer la qualité et la vitesse de leur exécution pour qu'elles puissent prendre leur envol plus vite, et c'est ce qu'on essaie de faire. Allez, Anthony Pinet, on va vous laisser le mot de la fin. Quelques mots sur l'IA, justement, comment vous l'intégrez dans votre solution Wise Building? Alors, comment on l'intègre? On l'intègre déjà progressivement, parce que du coup, on ne veut pas faire non plus n'importe quoi. Et puis après, il faut quand même démystifier l'IA, parce qu'on en entend parler dans tous les sens, et aujourd'hui il y en a qui l'utilisent aussi de façon très commerciale, et quand on creuse un peu derrière, il n'y a rien. Donc nous, plutôt que de véhiculer énormément de notions là-dessus et un peu de bullshit dessus, on y va progressivement et à tâtons. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai intégré aussi la commission IA de la Smart Building Alliance, pour qu'on puisse intégrer l'IA dans les immeubles au travers des solutions numériques, de la façon la plus pérenne et durable possible. Voilà. Eh ben, merci à tous les deux. Albert Schulman, je rappelle que vous êtes cofondateur de Scale Up Booster, et que d'ailleurs, ceux qui nous écoutent, s'ils ont une start-up qui cartonne et qu'ils ont envie de se développer à l'international, il faut qu'ils viennent vous voir, on est d'accord. Avec plaisir. Voilà. Et puis vous, Anthony Pinet, vous êtes le fondateur de Wise Building. Et d'ailleurs, c'est une solution, une application connectée destinée à l'ensemble des acteurs de la vie de l'immeuble et du bâtiment. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Judith. Je crois qu'on se retrouve jeudi prochain, Albert Schulman, si je ne m'abuse. Si vous m'invitez, ce sera avec plaisir. Je vous invite. Allez, à tout de suite, restez avec nous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et non, c'est Judith Belair toute seule qui est là, mais c'est pas grave, on l'embrasse, Frédéric Brindel. Nous sommes avec Alain Roland, qui est président fondateur de Station E. Bonsoir Alain.
Bonsoir. Alors Alain, j'ai vu que vous aviez près de 500 stations en France. Vous êtes parmi les plus grands réseaux de bornes français. À l'heure des départs en vacances, roulez-vous, vous, en électrique? Enfin, roulez d'ailleurs en électrique, est-ce que c'est facile? Oui, alors ça fait déjà 8 ans que je roule avec des véhicules électriques et on en trouve partout maintenant des chargeurs, donc c'est plus du tout un problème. D'accord. Et donc les stations E, évidemment, elles proposent ça comme service, notamment. Alors nous on a des chargeurs, on a 500 stations et puis sur ces stations, pour payer, on a soit la carte de crédit puisqu'on a un lecteur de carte, mais aussi un badge station E. Voilà, vous avez un badge universel pour recharger, c'est ça? C'est ça. Donc, en fait, il a des différences par rapport à d'autres, puisqu'il y en a plusieurs. Le nôtre, il est offert. Donc, quand vous le commandez, vous l'avez gracieusement. Et puis, derrière, il va se charger partout. Et puis, la particularité, c'est que sur nos stations, quand vous chargez avec notre badge, pour ceux qui sont encore à l'essence, vous payez 70 centimes le litre d'essence en équivalent électricité, si je peux dire. Bon, faut vite passer à l'électrique, quoi. Est-ce que c'est simple de recevoir ce badge Station E, justement? Alors, comment ça se passe? Il y a un site web Station E station avec un s-e.com. Puis en 3 jours, on reçoit son badge à son adresse. Encore une fois, c'est offert. Et puis après, on peut activer son badge avec du prépayé, comme on le connaît dans la téléphonie mobile, ou encore le mettre sur sa carte bleue. Alors, j'ai vu que vous aviez également une application qui est très utile pour les utilisateurs de véhicules électriques et hybrides rechargeables. Alors, on a un réseau, on a des badges qui vont évidemment partout sur tous les autres réseaux. Donc, le badge marche partout et évidemment, on ne prend pas de marge. On est au prix de ce que vous constatez sur les autres réseaux. Et puis, notre application, elle va sur Apple et Android. Et puis, elle a une particularité, c'est que sur tous les sites compatibles, alors il y en a évidemment plus de 150 000 points, vous avez le prix de la recharge. Donc, par exemple, vous partez en vacances en ce moment, vous avez chez vous un de cadeau, toutes les stations qui sont autour. Vous allez comme ça pouvoir voir les prix. Alors bougez pas trop Alain parce qu'on vous entend pas très bien. J'ai appris que vous étiez ce matin à l'Élysée. En quelques mots, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous faisiez à l'Élysée? On a surtout expliqué qu'on était une société qui contribuait à l'effort national sans utiliser d'argent public et de déployer des chargeurs. Et puis on a c'est le sujet en ce moment. Voilà. Et donc ça permettait prendre le badge de Station E, c'est contribuer au déploiement de nos stations sans l'argent public et donc dans l'intérêt de tous. C'est notre humble contribution. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour votre venue aujourd'hui. Alain Roland, je rappelle que vous êtes fondateur et président de Station E. Alors, Station E, c'est la start-up française spécialisée dans les stations multiservices connectées, recharge notamment pour les véhicules électriques. Il y a des casiers, connectivité 4G, 5G. On vous souhaite justement une belle route et une belle continuation. On espère que ça va continuer à se développer. Voilà, merci. J'ai plus bougé. Ouais. Vous avez plus bougé, c'est bien. Restez là surtout. Allez. Sud Radio, station multiservice. Vous a été présenté par les bornes électriques Station E et son badge universel pour des usagers libres et heureux. Informations et conditions, station avec un s-e.com. Et on continue cette spéciale innovation avec Gauthier Dossy qui est ici présent en studio, cofondateur de Delivrone, qui est une start-up spécialisée dans la livraison par drone pour les établissements de santé. C'est ça? C'est exactement ça. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et on est aussi avec Amandine Vol, qui est juriste à Hexadrone et qui conçoit des drones modulaires fabriqués en Haute-Loire. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Gauthier Dossy, justement, votre drone, il est capable de transporter donc jusqu'à 3 kilos, ce qui est pas mal. Et puis, il est utilisé pour acheminer prélèvements biologiques, médicaments, lait maternel ou défibrillateurs entre les CHU. Ouais, c'est ça. Alors, comment vous avez eu cette idée? Alors, pour la petite histoire, en 2020, on a commencé à travailler sur la livraison du dernier kilomètre, la livraison de plats préparés dans les zones rurales. On avait vu une étude Amazon qui disait que 80% des colis dans le monde faisaient moins de 3 kilos. Les grands distributeurs nous disaient, en fait, tout le monde veut le faire, mais ça coûte trop cher et le consommateur final, il veut pas, il est pas content du service et il est pas prêt à payer. Ouais. Donc assez vite, on est arrivé sur de la technologie. Assez vite, on s'est dit, en fait, le drone c'est super parce que ça permet de livrer les gens quand ils sont chez eux, hyper rapidement et de façon décarbonée. Donc on est arrivé là-dessus. On monte un POC en se disant, ça va être les Leclerc, les Carrefour, les Auchan qui nous appellent. Et en fait, pas du tout. D'accord. Pas du tout ça qui s'est passé. C'est les CHU qui vous ont appelé. C'est le CHU de Rouen qui nous appelle et qui nous dit
Nous, les plats préparés, ça ne nous intéresse pas. Par contre, si vous voulez sauver des vies, appelez-nous. Incroyable. Alors là, on découvre un nouveau monde. Franchement, on ne connaissait pas du tout. On comprend la problématique des urgences. On touche du doigt les flux logistiques hospitaliers. Et on s'est dit, mais oui, bien sûr, les drones, ils doivent servir à pas livrer des pizzas, mais sauver des vies. Et donc, fin 2021, on monte la boîte en se disant, il faut les drones pour la santé et on va travailler pour les établissements de santé. Et alors, vous transportez, parce que c'était une question que je vous ai posée hors antenne, mais je vais vous reposer à l'antenne, parce qu'on se dit, par exemple, les organes, ça serait pas mal de pouvoir les transporter par drone, ça irait plus vite, quoi. Alors, vous pouvez pas encore, c'est trop lourd, c'est ça? Ouais, alors, nous, c'est comme toute jeune entreprise, on essaie d'être très bon dans un domaine en particulier, un ou deux domaines en particulier. Et nous, on s'est focusé en priorité sur les prélèvements biologiques. Donc, ce qui est prélèvement biologique, c'est les analyses de sang. Ouais. Vous savez, un tube de sang, ça fait 12 grammes. Incroyable. Donc en fait, on n'y pense pas, en fait. Ça fait rien du tout. Et par contre, derrière un tube de sang... C'est-à-dire que vous pouvez en transporter beaucoup, en 3 kilos. Hein, ouais, 250, ouais. Ouais, c'est énorme. Du coup, parce qu'effectivement, il y a aussi des conditions de transport à respecter, mais ce que ça veut surtout dire, c'est que derrière un tube de sang, il y a un patient, il y a un médecin qui attend un diagnostic, il y a un patient qui a besoin soit d'être rassuré, très vite, le plus vite possible, on est tous passés par là, même si on se dit tout va bien, on a quand même une petite appréhension. Et en fait, ce flux-là, si on arrive à gagner du temps sur ce flux, qui est extrêmement régulier, ça facilite tellement la vie des hôpitaux, quoi. C'est considérable l'avantage qu'il y a derrière. L'avantage qu'il y a derrière, c'est on va réduire le temps d'attente aux urgences. Direct. Eh ben ça, il faut. Hein. Et ça, même si c'est quelques dizaines de minutes par patient, ça a un impact énorme sur l'ensemble de la chaîne. Ça permet d'avoir un diagnostic plus rapide. Parce qu'aujourd'hui, forcément, le flux il est routier. Donc, qui dit routier dit il y a beaucoup d'aléas, dit c'est un flux qui est lent, en réalité, extrêmement carboné. Et de ce fait-là, aujourd'hui, dans l'immense majorité des cas, ce qui se passe, c'est le tube attend le livreur. Et donc le patient, il est là pendant plusieurs heures potentiellement dans beaucoup d'endroits en France. Son résultat. Exactement. Et donc le médecin, il attend aussi. Et c'est améliorable. On entend effectivement les conditions en urgence qui sont améliorables globalement. Donc si vous y participez même à un niveau réduit, c'est déjà énorme. Alors Amandine Vol, vous chez Hexadrone, vous concevez des drones modulaires. Alors avant de commencer à en parler, parce que je vais quand même dire qu'il y en a un qui a participé au 14 juillet, vous allez nous expliquer comment. Déjà, expliquez-nous ce que c'est un drone modulaire, s'il vous plaît. Et à savoir, est-ce que par exemple vous pourriez, Gauthier, vous en servir? Allez-y Amandine. Donc un drone modulaire, c'est un drone sur lequel on peut installer à peu près n'importe quelle charge utile. C'est un drone sur lequel on peut aussi, si vous voulez, via des interfaces. On a des interfaces sur les côtés, sur le dessus, sur le dessous. Les bras sont aussi des interfaces. D'accord. Donc on peut changer n'importe quelle partie du drone et installer quelque chose qui va être développé soit par Hexadrone, soit par un partenaire. Et de ce fait, on va pouvoir changer la capacité d'emport, changer ce qu'on va mettre sur le drone, ce qui nous permet de travailler avec sur énormément de cas d'usage et avec différents partenaires. Et notamment, on est partenaire avec des livreurs d'une expérimentation qui va avoir lieu dans le sud, dans la région d'Aix-Marseille, dans laquelle on va transporter des échantillons sanguins entre 2 hôpitaux. D'accord. Donc ça peut devenir une transportation, si ça se dit, 100% française, quoi. Oui. C'est ça qui est génial. Et alors votre drone, il a participé au défilé du 14 juillet. Pourquoi, comment et racontez-nous ça. Alors notre drone, il est utilisé par... il est utilisé par les forces, par les militaires. Forces militaires. Et donc, on a eu cette opportunité absolument exceptionnelle, qui est une première dans l'histoire du défilé du 14 juillet, de pouvoir montrer ce qu'on est capable de faire avec le drone. Donc là, le drone, il était attaché à une fibre optique pour défiler avec les forces spéciales pendant le défilé du 14 juillet. Amandine Vol, vous portez bien votre nom, hein. Vous volez. Pardon, j'étais obligée de vous la faire. Est-ce que vous pensez que la France, elle peut devenir un leader européen dans la fabrication de drones souverains et pourquoi pas un leader mondial à un moment donné? Mondial, je sais pas. Européen, j'espère. Il faut avoir des grandes ambitions dans la vie.
Mais en tout cas, au niveau européen, oui, pourquoi pas. En tout cas, nous, on est le fer de lance de ça, c'est-à-dire qu'on prône le 100% français. Le drone est fabriqué en Haute-Loire avec le plus de composants français possible, par des équipes françaises et avec une vision souveraine où on a la volonté de fabriquer le drone en France. C'est très important, ce savoir-faire à la française, de le valoriser, ce savoir-faire, faire savoir le savoir-faire français. D'ailleurs, Gauthier Dossi, on se pose des questions sur la navigation et la sécurité aérienne quand vous transportez, notamment évidemment en milieu urbain, et quand vous survolez des zones sensibles. Comment vous faites ? Alors effectivement, c'est un enjeu clé. Nous, la sécurité, c'est évidemment un facteur qui est tout en haut de toutes nos priorités. Déjà, il y a un certain nombre de choses. Déjà, on source des drones qui sont extrêmement sécurisés. Déjà, c'est un premier critère. Ce qui est le cas d'Hexadrone. Ouais. 2, on met les drones dans des capacités, dans des conditions dans lesquelles on respecte scrupuleusement le cahier des charges qui nous est imposé, qui est donc imposé par la direction de la sécurité de l'aviation civile. 3. Donc c'est une histoire de niveau, on imagine, de vol, quel type de... C'est une hauteur de vol. Alors il y a 2 critères, la hauteur de vol, l'usage, l'intégration dans un espace aérien. Et le survol ou non de zones habitées. Donc des densités, ce qu'on appelle les densités de population. Donc ça, c'est un certain nombre de critères et on va matcher ces critères-là par rapport aux capacités et aux certifications de chaque drone. D'accord. Ensuite, on a, nous, des équipes formées, expertes dans l'utilisation de ces drones. Et on va créer, nous, donc, pour le compte des hôpitaux, on va créer des couloirs aériens dédiés qui vont justement être dédiés pour cette opération-là, pour le compte des hôpitaux, et de façon à ce que ça soit extrêmement régulier et ultra sécurisé. D'accord. Alors justement, chez Hexadrone, il y a un truc qui est marrant, c'est quand même que votre fondateur, il a créé l'entreprise en partenariat dans son garage. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a créé un drone tout seul avec ses petites mains, et c'est de là que vous êtes parti, quoi. C'est ça ? C'est ça. Il a commencé par assembler des drones. C'était un drone, un usage, un drone, un client. Et puis au fur et à mesure, le drone s'est standardisé. Aujourd'hui, on essaie d'avoir, via les interfaces, mais aussi le drone dans son ensemble, un drone qui soit le plus standard possible, ce qui permet aussi d'avoir des éléments de sécurité qui soient standards et d'obtenir des autorisations plus facilement quand on est sur un drone qui est standardisé. Alors la question qu'on va vous poser forcément, parce qu'on entend beaucoup parler du conflit en Ukraine en ce moment avec la Russie et de tous ces drones qui portent des bombes et autre chose, est-ce que Hexadrone pourrait devenir un drone guerrier ? Guerrier, je ne sais pas. Enfin, c'est une manière de parler. Voilà, on vend des drones aux militaires, je pense qu'on ne s'en cache pas. Maintenant, on a aussi des applications civiles. Ok, vous n'avez pas le droit de trop en parler a priori, c'est ça, Amandine ? Ok. Les protocoles que vous mettez en place chez Delivrone, Gauthier, pour éviter la contamination ou l'altération de ce que vous transportez en général, en fait. Donc nous, on respecte des conditions aéronautiques et des conditions médicales. On a les doubles normes à respecter. Et avant, évidemment, avant de commencer à transporter les prélèvements biologiques, il fallait déjà qu'on s'assure que c'est un nouveau moyen de transport. Donc, est-ce qu'il y a des vibrations plus importantes qu'en voiture, en pneumatique, dans les hôpitaux, en moto, en vélo ou autre ? On a fait des tests médicaux, on s'est assuré que tout est OK. On a fait des tests de transport. Effectivement, là aussi, on a comparé on a travaillé avec le CHU de Caen là-dessus, pour s'assurer que il n'y a pas d'impact. Donc, dans toute notre phase de recherche et développement, on s'est assuré de tout ça. Et on respecte également, on a fait certifier des sacoches de transport spécifiques pour du transport par route, pour s'assurer qu'effectivement on respecte et on transporte en toute sécurité l'ensemble des prélèvements qui nous sont confiés. Cet échange est passionnant, c'est un spécial innovation pour vous, chères auditrices, chers auditeurs. Ce soir, vous restez avec nous pour la fin de l'émission. On arrive dans un instant après une courte pause. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Je vous écoute depuis des années, tous les matins, dès que je pose le pied, j'allume Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Judith Belair. Nous
poursuivons cet échange avec Gauthier Dossy, cofondateur de Delivrone, start-up spécialisée dans la livraison par drone pour les établissements de santé, et aussi Aurélie Vol, je vais retrouver ma petite fiche, pardonnez-moi, Hexadrone, Hexadrone qui conçoit des drones modulaires qui sont fabriqués en Haute-Loire. Alors on a assez peu de temps pour terminer cet échange, mais quand même c'est important de continuer à dire quelques petites choses, notamment sur vos projections. D'ailleurs chez Delivrone, vous avez des projets, on imagine, pour augmenter la capacité de charge ou diversifier aussi les types de produits que vous transportez. Le but, c'est peut-être de réussir à transporter notamment des organes à un moment donné. Ouais, nous, pour vous donner quelques chiffres aujourd'hui, on a déjà fait là depuis 12 mois maintenant, on est déjà à 50 000 km réalisés en drone pour les établissements de santé et exclusivement pour la santé. On a une quinzaine d'établissements de santé, donc des groupes hospitaliers de territoire qui nous font confiance pour démarrer des projets et finalement changer leur logistique. Ouais. Et d'où nous, notre vocation, c'est de travailler avec l'ensemble des établissements de santé de France et à moyen terme, commencer à la regarder un petit peu aussi ailleurs. À l'international. Bien sûr. Je vais vous mettre en contact avec Albert Schumann de Scale Up Booster. Et puis vous, Amandine, pardonnez-moi, j'ai écorché votre prénom tout à l'heure. Amandine, justement, où est-ce que vous en êtes, vous, dans la projection et dans le développement? Où est-ce qu'on peut vous retrouver, par exemple, je sais pas, dans une projection à 1 an, ou peut-être même avant? Est-ce que le but, c'est aussi d'ouvrir effectivement à l'international et de proposer ailleurs? Oui. Chez Hexadrone. Nous, nos objectifs, c'est sur le plan du développement au niveau européen, donc toucher de plus en plus de pays, avoir des revendeurs. On a déjà une dizaine de revendeurs qui vendent le drone d'Hexadrone à travers l'Europe. Okay. L'idée, c'est de développer encore plus ce réseau et en parallèle sur les aspects réglementaires, faciliter toujours plus la vie de nos clients et donc d'obtenir des marquages ou des autorisations réglementaires qui nous permettent d'utiliser le drone dans toujours plus de situations et à des niveaux de risque qui vont être de plus en plus importants. Alors sur cette question-là, comment est-ce que vous garantissez votre indépendance technologique justement? Est-ce que vous allez réussir à un moment donné à faire un drone vraiment 100% français, sans composants étrangers? C'est l'objectif. Après, c'est pas évident sur certains composants, mais on y travaille. On a de plus en plus de contacts avec des industriels, que ce soit français ou européens, pour pouvoir avoir au moins des composants qui soient de plus en plus européens et qu'on puisse sourcer des composants souverains ou au niveau européen. D'accord. Et vous, j'imagine, Gauthier Dossy, chez Delivrone, le but, c'est aussi de travailler avec la France, pour développer l'international ensuite, pour aussi exporter ce savoir-faire dont on parlait tout à l'heure. Ouais, absolument. Alors déjà, nous, effectivement, notre focus là dans les prochains mois, c'est vraiment de travailler avec l'ensemble des hôpitaux de France. Okay. On se rend compte que partout dans les territoires, le besoin il est évident. Surtout dans les endroits en plus ruraux, on imagine, etc. D'autant plus parce que c'est d'autant plus compliqué, alors oui. Quand il y a de la désertification médicale, Totalement évident, totalement évident dans la désertification, dans les déserts médicaux. Clairement, c'est là où on a un impact significatif. Maintenant aussi dans les villes qui sont de plus en plus congestionnées, notamment les villes médianes aussi, on imagine. Absolument. Et puis en fait, dans les villes aussi, intra-villes, il y a vraiment des gros sujets parce que les délais d'intervention sont de plus en plus longs. Nous, on apporte aussi une solution décarbonée. On va, par rapport à la voiture, on va éviter une voiture thermique, on est à 95% d'émissions en moins grâce au drone parce qu'il est électrique, il est extrêmement léger. Et donc il y a un vrai enjeu aussi de pouvoir rentrer dans les villes pour servir aussi et pour avoir régulièrement des discussions avec des hôpitaux au sein même de grandes villes françaises. Ils nous disent mais quand est-ce que vous arrivez? Donc faut accélérer Faut accélérer, faut développer la filière drone au maximum. Donc c'est ce qu'on s'attache à faire, le plus développer de technologies souveraines et des solutions souveraines. C'est c'est avec notamment avec Hexadrone ce qu'on s'attache à faire. Et chez Hexadrone, très rapidement parce qu'il nous reste très peu de temps, vous travaillez avec beaucoup d'entités publiques qui veulent justement pas être dépendantes des Chinois et des Américains. C'est très important chez vous. Oui, c'est tout. C'était court comme réponse. C'est quelque chose auquel on s'attache à faire. C'est aussi clairement, on a aussi à cœur, comme Gauthier, de développer la filière française
de travailler sur rendre le drone 100% souverain possible, de se détacher des composants étrangers et d'avoir un drone qui puisse être utilisé par toutes les entités qui souhaitent aussi avoir un drone souverain. Eh bien, bravo et merci à tous les deux. Gauthier Dossier, je rappelle que vous êtes cofondateur de Delivrone, la start-up spécialisée dans la livraison par drone pour les établissements de santé, et que s'il y a des établissements de santé qui nous écoutent, il faut absolument adopter cette solution qui change la vie des patients. Et puis vous, Amandine Vol, vous êtes juriste pour Hexadrone qui conçoit des drones modulaires. Il y en a un qui a participé au défi du 14 juillet, c'est pas rien. Merci à tous les deux et excellente soirée. Merci beaucoup. Merci. On retrouve Laurie Leclerc tout de suite. Sud Radio et le réseau des chambres de commerce et d'industrie. À 7h46 sur Sud Radio, tout l'été, nous mettons à l'honneur les commerçants qui participent au Trophée du commerce organisé par CCI France, la chambre de commerce et d'industrie. Nous sommes avec Aurélie Cause, fondatrice et gérante de 2 instituts Instant des Faits. C'est en Bretagne, à Plabennec et à Brest, dans le Finistère, des instituts et une gérante distinguée par les trophées du commerce dans la catégorie entrepreneuriat. Bonjour Aurélie. Bonjour à tous. Alors, on va découvrir Instant des Faits. Vos instituts, vous les avez voulu tourner vers l'expérience client surtout. Exactement, on les a voulu vraiment tourner vers un accueil chaleureux, de la bienveillance, surtout prendre soin des gens. Et les gens aujourd'hui nous le rendent formidablement bien, puisqu'en 5 ans, j'ai agrandi 3 fois mes instituts. Donc c'est super. Oui, et puis les débuts n'ont pas été faciles pour vous, puisque vous avez ouvert votre premier institut juste avant la crise du Covid. Ah, juste avant, le 2 septembre 2019, je m'en souviendrai. Après avoir travaillé tout l'été pour ouvrir l'institut, c'était le 14 mars. 14 mars, on nous annonce la fermeture et il a fallu rebondir. On était créatifs, on avait de l'envie, donc il n'y avait pas trop de soucis. Et ça a été quoi cette recette qui vous a permis justement de rebondir avec autant de succès ? Alors, je pense que c'est la passion. Déjà, la passion d'avoir envie d'aller plus loin. L'entrepreneuriat, pour moi, c'était quelque chose de très réfléchi. J'étais d'abord éducateur spécialisé, moi, avec des enfants et des adolescents en situation de handicap ou situation fragile. Et c'est vrai que d'avoir un petit peu élaboré, moi, déjà des projets autour de l'enfant, des adolescents ou des adultes. Moi, j'étais déjà prête depuis une bonne dizaine d'années à avoir, on va dire, la voie facile n'était pas forcément mon choix. J'ai toujours bien aimé les défis. Et des défis relevés. Là, ce que j'entends aussi, c'est qu'avec cette première carrière, le handicap, il y a eu cette attention portée au corps. Vous avez vraiment mis le soin du corps au centre de votre travail. Tout à fait. J'ai toujours mis au cœur de mon travail la passion d'être à l'écoute du corps, d'être à l'écoute des autres. Et ça, c'est quelque chose, je pense aujourd'hui, que les gens nous le rendent beaucoup, parce que c'est vrai que les gens ont besoin de prendre soin d'eux. Et puis, je pense que on a ouvert aussi, nous, une petite spécialité où on était vraiment multi-accueil. On accueille aussi des partenariats autour de nous avec des associations sportives, des gens qui vont bien, des gens qui vont moins bien. On a des enfants ou des adolescents aussi en situation de handicap qui viennent à l'institut, puisque tout est PMR. Et puis voilà, de tout venant, en fait, je voulais vraiment un accueil, multi-accueil, vraiment tout à fait ouvert à tous et centré sur soi. Ça, c'est le plus important, je crois. Vous nous avez parlé de cette création d'entreprise pas forcément facile. Vous avez pu vous agrandir petit à petit. Vous avez 2 instituts. Est-ce que c'est votre souhait de continuer à vous développer, et même au-delà de la Bretagne, au-delà du Finistère ? Alors, c'est des propositions qui se passent un petit peu en ce moment, donc je dis pas grand-chose, mais bon, on réfléchit. Alors, c'est vrai qu'après, la gestion de l'humain, on va dire, c'est encore autre chose. Donc, c'est vrai que pour l'instant, on réfléchit à déjà pérenniser et avancer sur celui de Brest, qui n'a même pas 1 an encore. Et puis, celui de Plabennec à 5 ans. Donc, c'est vrai que pour l'instant, mais je crois que les défis s'arrêteront pas là, je pense pas. J'ai pas l'impression. En tant que chef d'entreprise, vous avez déjà pas mal d'employés et vous allez en avoir de plus en plus. Oui, voilà. Le but, c'est aussi plus on emploie, on se dit que plus ça marche et plus parfois c'est un peu grisant. L'entrepreneuriat, c'est ça aussi. Je crois qu'il faut savoir prendre des risques et puis être une femme aussi aujourd'hui en 2025 qui entreprend, c'est pas toujours simple. Même si je dis pas pour les hommes, mais parfois les défis féminins, c'est quelque chose de mener à bien des équipes, sa famille, avoir un équilibre entre professionnel et personnel. Je crois que je suis en train d'élaborer ça pour l'instant.
En tout cas, premier défi relevé. Merci beaucoup Aurélie Cos de votre témoignage. Fondatrice et gérante des instituts de beauté et de bien-être Instant d'Effet. C'est en Bretagne, à Plabennec et à Brest, dans le Finistère. Très bonne journée. Du côté des commerces, avec Sud Radio et le réseau des chambres de commerce et d'industrie. Ensemble, soutenons nos commerçants. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.